Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. L'histoire d'un exil, d'un voyage sans retour de l'Afghanistan vers l'Europe. Le reporter de France 24 a suivi Massoud, un jeune Afghan, dans son périple à la fois héroïque et dramatique pour traverser 7 frontières avant de gagner l'Allemagne. Code 24 vous invite ce soir parmi les vignes à la rencontre des maîtres du vin du Château Margaux, où s'élabore depuis des siècles un vin exceptionnel dont on peine à percer les mystères. Coup de projecteur sur Tirupur, surnommée la ville des tricots. Cette petite ville du sud de l'Inde est spécialisée dans l'industrie textile et devenue un symbole de la compétitivité économique du pays, mais à un coût écologique inquiétant. 35 ans après sa mise en place, c'est la fin de la politique de l'enfant unique en Chine. Une mesure décriée pour ses abus est devenue inadaptée dans un contexte de ralentissement économique. C'est un documentaire exceptionnel que nous vous proposons à présent, l'histoire d'un exil, d'un voyage sans retour de l'Afghanistan vers l'Europe. Le reporter de France 24 a suivi Massoud, un jeune Afghan de 27 ans, dans son périple à la fois héroïque et dramatique pour traverser 7 frontières avant de gagner l'Allemagne. Clément Gargouillot a rencontré Massoud à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Menacé par les talibans, il avait décidé de fuir seul vers l'Allemagne. Avec ce reportage, le journaliste a voulu montrer l'avant et l'après-traversée, raconter les doutes, les déceptions, les mauvaises rencontres, mais aussi les moments de joie et parfois les bonnes surprises. Les deux compagnons de route forment un vrai duo et une complicité s'installe malgré leurs différences culturelles. Mais la route des réfugiés est aussi difficile pour un journaliste qui doit en ramener des images. Les deux hommes seront séparés une première fois en Turquie au moment de traverser la mer Égée en direction de la Grèce. Une deuxième fois en tentant de passer en Macédoine et une troisième fois, enfin, en entrant en Croatie. De l'Afghanistan à l'Allemagne, le périple de l'exil aux côtés d'un migrant. C'est un reportage exceptionnel signé Clément Gargouillot. Il y a des nuits pleines d'espoir et de rêves. Ce soir-là, à Istanbul, ces rêves sont portés par des dizaines de réfugiés afghans en partance pour l'Europe. Ce soir-là, à l'abri des regards, des minibus surchargés quittent la capitale turque pour la frontière grecque. Les passeurs se frottent les mains, pendant que d'autres règlent leur compte avec des mauvais payeurs. Allô ? Il est 2h du matin. Massoud Hosseini sera du prochain convoi. J'attends sur le pont comme prévu. Je viens d'apprendre que d'autres Afghans viennent de périr, noyés dans la mer. Que dire de plus ? C'est triste. Je ne pourrais même pas leur conseiller de ne pas y aller, puisque c'est la même route que je prends. Massoud a fui l'Afghanistan. C'était il y a 10 jours. Massoud a grandi dans une famille plutôt aisée dans la ville d'Herat. Il a 27 ans, tout allait bien. Mais demain, c'est décidé, il part vers l'Europe. Et ni ses parents, ni sa petite nièce ne sont au courant. À Kaboul. Je ne devrais pas aller à Kaboul ? Ne pars pas. Je vais te ramener des bonbons. Ne pars pas aujourd'hui. Ne pars pas demain, ne t'en vas jamais. D'accord ? D'accord ? Je dois partir, j'ai du travail et je dois ramener de l'argent. Pourquoi ? Pour pouvoir t'acheter des jouets et t'envoyer à l'école. C'est probablement le moment le plus difficile de ma vie. Je ne garderai jamais un bon souvenir de mon pays. Je quitte ma famille, c'est sans espoir. Je dois partir si je veux vivre. Au revoir, mon cher père. Prie pour moi. Il n'y a pas si longtemps, Massoud était voué à une carrière prometteuse. Proche des plus grandes figures politiques du pays, il menait campagne dans sa ville d'Herat contre les talibans.
Mais depuis le départ des troupes de l'OTAN en décembre dernier, il est devenu leur cible. En ce début d'automne, ses proches croient qu'il part pour Kaboul. En réalité, il quitte son pays sans se retourner. Chaque jour, ils sont des milliers à tenter de quitter le pays. Il y a des hommes, des femmes, des enfants. Ils sont partout à Herat, la dernière ville avant la frontière iranienne. Nous ne pourrons pas suivre Massoud en Iran. C'est ici qu'il disparaît. Avant de redonner des nouvelles, 5 jours plus tard, à Istanbul. C'est ici que j'habite. Ça, c'est le salon. Et là-bas, c'est la cuisine. Nous dormons ici. Massoud paie $100 la nuit pour ce studio qu'il partage avec 4 autres Afghans. 3 fois le prix du marché. C'est le tarif réfugié sans papier que les propriétaires en caisse cachent sans poser de questions. Nous avons marché pendant 8 heures. Nous sommes passés à travers les fils barbelés. Il y avait des enfants, des femmes enceintes en plus. Certains sont tombés, ils se sont même cassés la jambe. Les passeurs n'avaient aucune pitié. Ils nous disaient oubliez les autres, foncez vers le but. L'Iran est déjà derrière eux. Devant eux, il y a une mer à traverser, 7 frontières à franchir, près de 3000 km à parcourir, avant d'atteindre le but ultime, l'Allemagne. Et pour cela, il faut de l'argent. Ce matin-là, c'est l'heure des comptes. Combien c'était ? Massoud estime le coût de son périple à près de 9500 €. Combien il peut nous faire ? Il a mis 5 ans à économiser la somme. Le voyage ne fait que commencer. Il passe forcément par ici, Zeytinburnu. Ce quartier d'Istanbul qu'on pourrait surnommer la capitale des réfugiés de Turquie. Il y a des Irakiens, des Syriens et des Afghans. C'est d'ici que se prépare la suite. C'est ici qu'on trouve les passeurs pour traverser la mer et les gilets de sauvetage pour ne pas y laisser la vie. Ils sont en vente partout, dans les boutiques. Même les coiffeurs ont des stocks personnels et en font leur petit commerce. La police laisse faire. Pour beaucoup d'Afghans qui ont fui leur ville en ruine, Zeytinburnu, c'est déjà presque le paradis. Des rues éclairées, des magasins. Massoud, lui, pense déjà bien plus loin. Américain ? Non, afghan. Il s'habille pour l'Allemagne. Ce bleu marine te va très bien. Très bien. Toi, tu en penses quoi? Elle aime beaucoup également. Un miroir ? Regarde là-bas. Regarde, ceux-là aussi viennent d'Afghanistan. Tu viens de quel endroit? Kunduz. Et tu veux rejoindre l'Europe? Oui. Bonne chance, mon ami. Je vois qu'il y a beaucoup d'Afghans de différentes provinces. Ça me fait mal au cœur de penser que la guerre va durer encore longtemps dans notre pays. Combien de temps l'insécurité va-t-elle régner? Combien d'années serons-nous immigrants en Europe? Ça me rend triste. Trois jours de coups de téléphone et de négociations. Massoud est sur le point de conclure avec un passeur qui peut l'emmener par bateau jusqu'en Grèce. Pour ne pas compromettre la conclusion de l'affaire, la rencontre est tournée en caméra cachée. D'accord, où est-ce qu'on se retrouve? Nous partons ce soir, hein? Oui, si Dieu le veut. Et pour l'argent, on fait comment? Vous devez d'abord le bloquer. Je vais vous donner un numéro de téléphone et un code. Et dès que vous atteindrez le but, mes hommes vous donneront un mot de passe. Vous me l'envoyez et l'argent sera débloqué. Affaire conclue. Il en coûtera 2300 € par personne. Le départ est pour ce soir. Ce soir, il y aura 8 minibus au total. Et dans chacun d'entre eux, près de 35 réfugiés entassés.
Nous avons décidé de ne pas payer les passeurs. Nous suivons Massoud à distance. Il transmet sa position toutes les 30 minutes. Le convoi est sécurisé par une dizaine de voitures comme celle-ci, qui pour signe de distinction roulent avec les feux anti-brouillard allumés. Certaines ferment la marche, d'autres la précèdent pour éviter la police. Le voyage va durer près de 10 heures. Les passeurs se dirigent vers Assos, un petit village discret dans le sud-ouest de la Turquie. C'est là qu'ils débarquent les réfugiés et les envoient sur des bateaux pneumatiques en direction de l'île de Lesvos, en Grèce, à 10 km au large. La traversée va durer un peu plus d'1 heure. C'est le dernier message de Massoud avant qu'il ne disparaisse à nouveau. La deuxième partie de ce documentaire exceptionnel, c'est juste après la pause. Restez sur Futur TV. Deuxième partie du reportage de Clément Gargouillot qui a suivi Massoud, un jeune Afghan, dans son périple à la fois héroïque et dramatique pour traverser 7 frontières avant de pouvoir gagner l'Allemagne. C'est un point de ralliement pour les Afghans. Le parc Victoria en plein cœur d'Athènes est devenu le carrefour des réfugiés afghans en route vers l'Allemagne. Certains vont y passer une simple nuit, d'autres beaucoup plus, en attendant l'argent nécessaire pour repartir. C'est là que nous avons retrouvé Massoud. 17 jours se sont écoulés depuis le départ de l'Afghanistan. Massoud attendait de traverser la mer pour enfin donner des nouvelles à sa famille. Madounia, tu me manques tellement. Je vais t'acheter une poupée, mon ange. Ne t'inquiète pas. Tu en veux une petite ou une grande? Une grande. D'accord, mon ange, tu en auras une. Et quoi d'autre? Je veux une robe aussi. D'accord. Une robe pour mon ange, mon amour? Ma vie. Ma vie, c'est ça. Est-ce que je te manque, mon ange? Oui. Beaucoup? Reviens. Massoud vit sur ses économies. Ce soir, il dort à l'hôtel, mais demain, il viendra comme les autres s'allonger sur le bitume si l'argent vient à manquer. Cet argent est envoyé d'Afghanistan par les familles à des intermédiaires douteux installés tout autour de la place. Comme tous les autres, Massoud attend son enveloppe qui ne vient pas. On attendait l'argent. On a eu des problèmes pour les récupérer auprès des agents. Pourquoi vous avez eu des problèmes? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'argent ou qu'ils l'utilisaient pour autre chose. J'en ai aucune idée. Soyez prudents. Bon voyage. Il y a ceux qui partent, ceux qui arrivent, et au milieu des humanitaires et des volontaires. Comment avez-vous prévu de franchir la frontière? Vous avez un guide? Aaron Hoover est là tous les soirs pour apporter son aide. La Grèce n'a pas de système d'aide pour ces gens. Elle ne s'occupe pas des réfugiés. Elle ne donne ni nourriture ni toit. Alors c'est ici qu'ils finissent par s'installer. Quand la Grèce tente de proposer une alternative, ce sont généralement des endroits qui sont trop loin de la ville. Personne ne veut y aller car c'est loin des magasins, des restaurants où il y a de la nourriture et loin des stations d'où les bus partent. Quand ils ont entendu que la Hongrie construisait un mur sur sa frontière, ils se sont précipités. Tout le monde a voulu tenter sa chance de partir, même ceux qui n'y avaient jamais pensé auparavant. En réalité, ce que vous voyez ici, ce n'est rien par rapport à la vague de réfugiés qui arrive.
Près de 2 millions de personnes attendent en Turquie de pouvoir tenter leur chance à leur tour. Les nouvelles des proches de Massoud restés en Afghanistan confirment la tendance. Les violences ont repris dans le nord du pays. La ville de Kunduz vient d'être attaquée par les talibans qui ont mis les soldats de l'armée afghane en déroute. Athènes, deuxième jour. Comment est-ce possible que ces Afghans débarquent avec leur drapeau dans une main et causent tous ces problèmes? Ils nous volent, ils nous ramènent des bactéries. Ils dorment ici, ils font leurs besoins. Ce matin, le parc Victoria se réveille sous les cris hostiles de manifestants. Les habitants du quartier sont à bout et sont déterminés à faire partir les réfugiés. Le gouvernement doit nettoyer le parc. Il appartient à ceux qui vivent ici et pas aux réfugiés. Maintenant, même les personnes âgées n'osent plus sortir de chez elles. Face aux manifestants, des mouvements de soutien aux réfugiés s'interposent pour faire barrage à l'expulsion. Assez! Faites la terre! Arrêtez ça! Sous les yeux des Afghans, un affrontement qui les dépasse. Les Afghans n'ont aucune envie de passer la nuit dans ce parc. Nous sommes un peuple fier. On n'a jamais pensé qu'on finirait dans ce genre d'endroit. Ce jour-là, mis sous pression, les réfugiés quittent la place. Des bus, affrétés par les autorités, les emmèneront à l'extérieur de la ville, dans un stade réquisitionné en urgence. Je suis tellement heureux, puisqu'après 5 jours de stress, l'attente est enfin terminée. Maintenant, j'ai de l'argent. Et grâce à Dieu, je peux filer vers l'Allemagne. Encore une nuit sur la route. Un bus, puis un taxi pour les derniers kilomètres. Fatigués, vulnérables, les réfugiés sont des cibles de choix pour les chauffeurs grecs qui assurent la liaison vers la frontière de Macédoine. Hey Costa, écoute-moi. Il y a 3 personnes de plus. Je pense qu'elles viennent d'Iran. Tu as regardé s'ils ont leurs papiers? S'ils n'ont pas leurs vrais papiers, on va les faire chanter. Juste des papiers de transit? Ah bah tu vois, on va les faire chanter. Attendons d'être un peu à l'extérieur de la ville, et là on va discuter. Avec ces papiers-là, vous ne pouvez pas traverser la frontière. C'est dangereux. Tu comprends? Je vais vous donner de nouveaux papiers. Ces papiers diront que vous êtes syrien. Et ensuite, pas de problème. Mais le prix pour ça, c'est 150 €. Le chauffeur va sortir de sa boîte à gants des faux papiers de réfugiés syriens en promettant aux Afghans qu'ils leur éviteront l'arrestation. Eh non, 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 gros problème. Votre nom maintenant c'est Yashir Ahmed. Yashir? Yashir. Yasser? Yashir. Ma mère s'appelle Aïcha. Mon nom c'est Ahmed. Mon père c'est Arch. Et tu viens de l'île de Samos. Samos. De nouveaux papiers, une nouvelle identité et qui finalement s'avère complètement inutile. La frontière est grande ouverte. Massoud et tous les autres réfugiés vont la franchir à pied, sous le regard indifférent des militaires. Bienvenue en Macédoine. La suite est toujours aussi facile. De l'autre côté de la frontière, une gare et un train sans arrêt, spécialement affrété pour les réfugiés.
5 € de trajet, 25 € le ticket jusqu'à la Serbie. Et voilà comment la Macédoine s'en débarrasse vite fait bien fait. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ça fait 3 semaines et 3 jours. 3 semaines. 21, 22, 23, 24. Presque un mois qu'on est sur la route. On lui a donné des médicaments, mais rien n'y a fait. Il est tellement chaud. Ne pleure pas, mon bébé. Amène-le. Lavons-lui la figure. La Serbie est à 1 kilomètre. Ensuite, train, Belgrade, Croatie. Il est 2 h du matin. Un passeur bénévole guide Massoud et les autres réfugiés à travers la frontière serbe. À partir d'ici, il y a 4 kilomètres jusqu'au premier camp. Vous êtes trop nombreux. Si la police nous attrape, on aura de gros problèmes. Ni vu ni connu, Massoud et ses amis entrent en Serbie. Ce dont je rêve maintenant, c'est d'un endroit où je pourrais me reposer après 2 jours et 2 nuits sans dormir. Le repos sera pour plus tard. Car pour traverser la Serbie, il faut un permis de circulation de 72 heures qui est délivré ici, dans ce camp de réfugiés de Preševo. Et c'est tout le paradoxe de la situation. Entrés clandestinement, les réfugiés sont régularisés puis invités à ressortir au plus vite. Certains pourront toutefois choisir de demander l'asile en Serbie. Quasiment aucun n'en fera la demande. Pour le moment, j'ai le numéro 279. On va voir ce qui va se passer. Je n'ai pas encore récupéré mon permis. J'attends depuis hier soir 22 h et j'ai bien peur d'être encore là demain matin. Cette nuit-là, comme Massoud, près de 3000 personnes ont franchi la frontière. Et comme depuis plusieurs jours maintenant, le camp est submergé par l'exode. Reculez, reculez. Il y a des femmes et des enfants. Silence! Asseyez-vous, asseyez-vous et calmez-vous! Dans 6 heures, les bureaux vont ouvrir. Débordés à l'extérieur, débordés à l'intérieur. Après 3 jours d'attente, Massoud obtient enfin le précieux sésame et peut reprendre la route en direction de la Croatie. Vous allez encore marcher une 50aine de mètres tout droit sur cette route et vous trouverez la Croatie. C'est tout. Bonne chance. Les frontières croates sont ouvertes et le convoi des réfugiés est escorté par la police. « 28 jours. La Croatie défile sous la fenêtre. Un train de plus jusqu'à la Hongrie qui ouvre et ferme ses frontières au gré de son humeur. « 29 jours, Massoud est en Autriche, aux portes de son rêve, l'Allemagne. C'est la ville d'où je viens. Où ça? Salzbourg, c'est ma maison. Waouh, c'est beau. C'est magnifique. Et là, c'est toi à la maison? Les souvenirs reviennent comme une claque. À quoi va ressembler cette nouvelle vie? Seul.
Je me suis résigné à l'idée de quitter mon pays. Je me suis résigné à l'idée de vivre tout seul. Je garde des nouvelles de la famille au téléphone. Leur vie est en danger. Et j'ai dû les abandonner. C'est difficile. Tout le monde dehors. Passeport. Hello guys. Syrie, Irak, Afghanistan. Tout le monde dehors. Quelques minutes après avoir franchi la frontière allemande, le train stoppe en gare de Passau. La police allemande va conduire les réfugiés vers un nouveau centre. Massoud disparaît. Une dernière fois. On retrouve sa trace à Luptin, un petit village à une centaine de kilomètres de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Ils sont à peine 300, mais leur présence est déjà remarquée. Ils sont logés en bordure de la ville dans un centre d'accueil. C'est là qu'ils vont rester, jusqu'à temps que leur demande d'asile soit étudiée. Je regarde ces fleurs, ces plantes. Je les fixe avec attention. Et même si elles sont très belles, mon esprit est ailleurs. La route est terminée. Mais pour Massoud, comme pour tous les autres réfugiés, les blessures sont là. Et pour toujours. Pour tous, c'est un nouveau voyage qui commence. Un voyage intérieur vers une nouvelle vie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Sous le soleil du Haut-Médoc s'élabore depuis des siècles un vin exceptionnel dont on peine à percer les mystères. Symbole de l'art de vivre à la française et numéro 1 des grands crus bordelais, le Château Margaux mûrit en moyenne 10 ans avant d'être consommé. Code 24 vous invite ce soir parmi les vignes à la rencontre de la propriétaire des lieux, Corinne Metsopoulos. Pour elle, une certitude de l'effeuillage au palissage, de la récolte à la vérification de la limpidité du vin. Le Château Margaux est le fruit d'une approche quasi scientifique et d'une attention de tous les instants. C'est un prénom qui fait tourner les têtes. Margaux. Derrière les grilles de ce château vieux de 200 ans, on élabore l'un des meilleurs vins au monde. En 1855, lors du premier classement des vins de Bordeaux, il est couronné premier grand cru. Les joyaux de Margaux, ce sont ses vignes. Toute l'année, les petites mains du domaine veillent sur elles. Les vignerons taillent et effeuillent. Cet après-midi, Céline s'occupe du palissage pour remonter les graines vers le soleil. On prend les deux fils, et hop, on relève la vigne et on la tient avec une agrafe. Et en fait, elle a l'air un peu pliée, mais dans la nuit, elle va se redresser et demain, elle sera parfaite. Elle sera toute jolie, toute droite. Ici, on assemble 4 cépages différents pour le vin rouge. Ces pieds de Cabernet Sauvignon ont près de 60 ans. Plus la vigne est âgée, moins elle fournit peut-être, mais la qualité est mieux. Sous le soleil du Haut-Médoc, les vignes prennent racine dans une terre calcaire rare, les graves. Ce qu'il y a de bien sur ce terroir, c'est le terrain, c'est de la grave en fait. C'est un mélange de terre et de cailloux. Donc toute l'eau qui tombe, elle est bien drainée. Et ça aide le cep à bien prendre cette eau et ça l'évacue bien. Et c'est très bien pour le raisin. Dans les grands crus classés, rien n'est planté au hasard. Chaque cépage est adapté à sa parcelle. Depuis bientôt 40 ans, c'est une famille d'origine grecque, les Menzelopoulos, qui veille sur ces 93 hectares de vignes. L'histoire de Margaux est devenue une histoire de femmes, celle de Corinne, la mère, et d'Alexandra, sa fille.
C'est un des grands avantages de ces propriétés ici à Bordeaux, c'est qu'on a cette tradition qui est en fait un savoir-faire. Hein. C'est pas du tout, on se dit c'est la tradition, donc non, c'est un savoir-faire, c'est une science de détection des meilleures parcelles. À peine récolté et vinifié, chaque millésime commence son histoire ici, dans l'un des 2 chais de vieillissement. Dans ce temple, à la lumière tamisée et au son feutré, le vin repose 2 ans dans ses barriques en bois de chêne. Dans cet écrin, Paul Pontalier est le chef d'orchestre. Depuis plus de 30 ans, l'œnologue de la maison crée chaque année un nectar particulier. C'est magique. Et en même temps, il n'y a jamais de répétition. Chaque millésime est vraiment comme un enfant différent. Vous pouvez avoir beaucoup d'enfants, chacun d'entre eux va vous surprendre à un moment donné. Et en tous les cas, ne demandera pas la même éducation que ses frères et sœurs. Aujourd'hui, les ouvriers de chais effectuent le 8e et dernier soutirage de la cuvée 2013. Benito sépare le vin propre des lies qui se sont déposés. Il travaille encore à la bougie, le seul moyen pour déterminer la vraie couleur du vin. Lorsqu'il rougit, le dépôt n'est jamais loin. Là, il rougit, ça rougit, là je suis obligé d'arrêter. L'opération est terminée. Benito reverse le vin limpide dans une des barriques nettoyées. Il faut que le vin soit limpide, propre. Parce que Château Margaux ne se filtre pas à la mise en bouteille. Dans quelques jours, ce cru sera mis en bouteille. Il faudra pourtant faire preuve de patience pour apercevoir les dessous de sa robe. 10 années au minimum pour permettre à ce diamant brut de révéler ses secrets. Le millésime 2004 commence, lui, à dévoiler ses arômes. Corinne et Paul tentent d'en percer les mystères. Chaque création finit toujours par les dépasser un peu. Tous les arômes habituels sont là, sont présents, mais sont tellement imbriqués, fondus les uns dans les autres, qu'en fait, on ne peut pas les décrire un par un. Contrairement à des vins plus simples, où vous pouvez sentir la framboise, la banane, parfois, etc. Dans un grand vin, c'est très compliqué parce que vous ne ressentez plus qu'un seul arôme qui ne ressemble à rien d'autre qu'au nez de Château Margaux. Comment peut-on être à la fois puissant et tendre? C'est ce que réussit en général le vin de Château Margaux, et 2004 en est un très bon exemple. En jetant sur le domaine un voile de modernité, le célèbre architecte britannique Norman Foster a dessiné un nouveau chai pour faire vieillir les vins blancs. Ouvert sur le vignoble, il veille sur les prochaines productions. Chaque année, c'est un nouveau pari en fait. C'est-à-dire que là, si vous nous demandez comment va être le 2015, mais nous, on n'en sait rien. Et ni en quantité, ni en qualité, on peut dire, à l'heure actuelle. Ce que sera le 2015. C'est incroyable, hein ? Vous regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Si vous avez des vêtements Gap, H&M ou Tommy Hilfiger étiquetés Made in India dans votre placard, ils viennent des usines de Tirupur. En moins de 10 ans, cette petite ville du sud de l'Inde est devenue un symbole de la compétitivité économique du pays. Plus de 500 000 personnes travaillent pour cette industrie florissante avec un chiffre d'affaires d'1,6 milliard de dollars pour l'année 2014. L'association des exportateurs de Tirupur estime que 55% des produits destinés à l'exportation sont envoyés en Europe. Mais derrière ce développement se cache une catastrophe écologique majeure. En 2007, une étude réalisée par une ONG locale a démontré que les 729 teintureries recensées à Tirupur déversaient plus de 120 millions de litres d'eau polluée dans la rivière de la ville. Pour les 300 000 fermiers qui irriguent leurs champs avec cette eau, l'essor de l'industrie textile indienne signifie la ruine et parfois la mort.
En 2002, des médecins ont prouvé que plus de 30% de la population aux alentours du barrage souffrait de maladies liées à la pollution des eaux. Reportage de Mayalène de Castelbajac, Haroun Kartik et sur Habitandou. Tiropour, capitale du textile. C'est ici que sont fabriqués 90% des vêtements exportés par l'Inde. Les marques du monde entier font produire des millions de pièces à moindre coût et au détriment de l'environnement. Responsables des dommages les plus importants, les teintures chimiques toxiques pour la plupart, mêlées aux eaux usées et qui sont rejetées dans 7 rivières. En tout, plus de 120 millions de litres par jour, une catastrophe écologique. Impossible pour nous d'avoir accès à ces gigantesques teintureries qui se savent observer. Alors, nous sommes allés voir un sous-traitant. Ce petit atelier est le seul à nous ouvrir la porte. 30 ouvriers travaillent ici 12 heures par jour, dans la chaleur et l'odeur des teintures. J'imprime 1000 t-shirts comme celui-ci par jour. Je n'ai pas besoin ni de masque ni de gants, je me lave les mains à la fin de la journée et ça va. Partout dans l'atelier, des bidons de produits chimiques dangereux et toxiques. Mais pour le patron, son entreprise est exemplaire. Nous, on ne pollue pas. Les boîtes de peinture et les autres produits, nous les brûlons parce qu'ils ne sont pas biodégradables. Et puis vous savez, pour les petits ateliers d'imprimerie comme le mien, nous n'avons aucune norme anti-pollution à respecter. Pour comprendre l'étendue du désastre écologique, il faut quitter la ville et suivre la rivière jusqu'au district d'Oratupalayam, à 40 km de Tiropour. Au bord de la route, ce petit barrage, construit en 1999 pour aider les paysans à irriguer leurs terres, il est finalement mis à l'arrêt 5 ans plus tard. Mais le mal est fait. L'eau hautement toxique venue de Tiropour a déjà ravagé la zone. À quelques kilomètres de là, Mohan Raj, fermier, nous emmène sur ces terres constater les dégâts. Ici, c'était une plantation de cocotiers. Il n'y a plus rien maintenant. Depuis l'installation du barrage, les villageois ont vu leurs arbres et leurs récoltes mourir d'un mal jusqu'alors inconnu. Lentement, le poison s'est répandu dans les terres et dans les nappes phréatiques. On a compris que ça venait de l'eau quand le bétail a commencé à souffrir, puis les habitants. Il y a eu beaucoup de cancers, vous savez. Le taux de pollution de ce puits est de 10 000 mg par litre. C'est impossible de l'utiliser pour les cultures. Rien ne peut pousser avec cette eau. Il y aurait dans la région plus de 13 000 familles de fermiers victimes des industries textiles de Tiropour. Pourtant, ils ne sont qu'une poignée à se battre avec à leur tête cet homme de 55 ans. Ça, c'est de l'eau qui vient des usines de teinture. Malgré l'arrêt du barrage, il nous montre que la pollution continue d'arriver par les affluents de la rivière. La technique des usines de teinture à Tiropour, c'est de stocker leurs eaux polluées. Et une fois la saison des moussons arrivée, ils mélangent leurs déchets avec l'eau. C'est comme ça qu'ils camouflent leur pollution. Dans son village, la plupart des maisons sont abandonnées. Sur 2000 habitants il y a 15 ans, seuls 600 sont restés. Ils mènent une action en justice pour obtenir le remboursement de leurs terres, leur dernier espoir. L'État a échoué. Toutes ces victimes pour servir quelques gros industriels. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous aider? Rien. Il n'a jamais rien fait. Aujourd'hui, on attend des compensations financières. Sans elles, nous sommes condamnés. Et pourtant, teindre sans polluer est possible. Nous avons été invités à visiter une usine dite modèle. Ici, nous affirme le propriétaire, il y aurait zéro pollution grâce à des procédés ultramodernes. Le patron nous fait visiter son usine et nous montre ce laboratoire où des échantillons d'eau sont analysés. Sur ce voyant s'affichent les niveaux de molécules dangereuses. Dans cette machine, on teste l'eau mélangée aux teintures pour voir si elle est polluée. On a obligation d'envoyer nos échantillons à un laboratoire qui nous donne le feu vert. Moderniser les usines pour ne plus polluer ou déposer le bilan. Les autorités ne laissent plus le choix aux industriels. Nous sommes les premiers en Inde à avoir utilisé cette machine qui permet zéro pollution. Elle nous fait économiser puisqu'on recycle l'eau. Il n'y a pas de perte financière et pas de pollution. Le Tamil Nadu a décidé ces dernières années de fermer plus de 200 usines de teinture très polluantes. Selon de récentes études indépendantes, des terres de la région de Tiropour ont encore un taux de pollution 10 fois supérieur à la limite autorisée.
La mesure était annoncée depuis plusieurs mois, mais elle a été officialisée fin octobre. La Chine met donc un terme à la politique de l'enfant unique en vigueur depuis 1979 et autorise désormais tous les couples à avoir 2 enfants. C'est donc la fin de 35 ans d'une politique censée garantir une évolution démographique stable, considérée pendant longtemps comme la seule garantie de pouvoir nourrir 1,4 milliard de citoyens selon les autorités. Mais le pays est confronté au vieillissement de sa population, ce qui rendait la mesure inadaptée dans un contexte de ralentissement économique. La réforme est censée changer la donne, mais rien n'indique que les Chinois adhèrent à la nouvelle politique. Pour des raisons financières, beaucoup de jeunes mariés hésitent de se lancer à fonder une famille. Reportage de Pierre-Philippe Berson et de Baptiste Falvaux. L'enfant unique est né ici. C'est dans ce comté de Judong, au nord de Shanghai, que la mesure a été expérimentée 10 ans avant le reste du pays. Judong, une région test pour une politique qui deviendra en 1979 une obligation nationale. 1 enfant par femme et 1 enfant seulement. Dès le départ, la mise en œuvre est brutale. J'ai dû avorter. Au bout de combien de mois? 3 mois et quelques jours. Évidemment, j'étais triste. Comment ne pas être triste? La chef du planning familial du village est venue chez moi et elle m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'autres enfants. Pour les hommes, c'est plus simple. Ils se sont fait stériliser par vasectomie. Les autorités emploient des méthodes radicales pour faire respecter la loi coûte que coûte. Stérilisation forcée et avortement. À Judong, toutes les femmes ou presque ont subi ces traitements. Ici, les mères ont toutes subi une ligature des trompes. Il était strictement interdit de donner naissance à un autre enfant. À l'époque, les dirigeants chinois redoutent qu'une surpopulation freine le développement économique. 35 ans de politique de l'enfant unique ont empêché 400 millions de naissances. Et la Chine est désormais prospère. Mais revers de la médaille, aujourd'hui, le pays manque de jeunes. À Judong, plus qu'ailleurs, 20% des habitants ont plus de 65 ans. L'école a même dû fermer, il n'y avait plus assez d'élèves. Un seul établissement se frotte les mains, la maison de retraite. En 2013, quand on a ouvert, il n'y avait qu'un seul couple ici. Maintenant, on a 90 personnes âgées. Mais ces gens sont seuls, ils n'ont pas de famille pour s'occuper d'eux. C'est le phénomène du nid vide. Leurs enfants sont tous partis travailler ailleurs. Le vieillissement menace toute l'économie de Judong. Explosion des frais médicaux, inquiétude pour les retraites et pire, risque de pénurie de main-d'œuvre, alors que les besoins dans cette région agricole sont immenses. Dans la région, il ne reste que des personnes âgées. Et pour l'exploitation, on a pourtant besoin de recruter du personnel, mais on n'y arrive pas. C'est ça le problème. On est donc obligé d'augmenter les salaires. Aujourd'hui, ils sont très élevés, plus de 24 € la journée. Les chercheurs s'inquiètent d'une autre conséquence de l'enfant unique. À Judong et dans toute la Chine, on compte beaucoup plus d'hommes que de femmes. Un déséquilibre potentiellement explosif. Depuis le début des années 80, on observe une forte disparité dans le ratio des sexes à la naissance. L'an dernier, ce ratio était autour de 117. Ça veut dire que pour 100 naissances de filles, il y en avait 117 de garçons. Ça fait des siècles que notre culture donne priorité aux garçons. Mais aujourd'hui, ça crée des problèmes de taille. Beaucoup d'hommes n'arrivent plus à trouver femme à marier. Le 30 octobre dernier, la politique de l'enfant unique est abandonnée. Désormais, les couples ont le droit d'avoir 2 enfants. La fin de cette mesure signe peut-être le début d'une nouvelle vie pour certains Chinois, comme Li Xue. Cette jeune fille de 22 ans a eu la malchance de naître 6 ans après sa grande sœur. Un deuxième enfant, à l'époque, est un enfant illégal. Alors Li Xue n'a pas de papier d'identité. Aux yeux de l'État chinois, elle n'existe pas. Comme je n'ai pas de papier, je n'ai jamais pu consulter un médecin. Je n'ai pas pu me faire vacciner quand j'étais petite. Ensuite, je n'ai jamais pu aller à l'école et je n'ai pas fait d'études. Et je n'ai jamais pu prendre le train non plus, parce qu'ici, il faut une carte d'identité avant de prendre place à bord. Lorsqu'elle apprend qu'elle attend un deuxième enfant, la mère de Li Xue est effondrée. Les familles qui enfreignent la loi doivent payer 800 € d'amende afin d'obtenir des papiers pour leur nourrisson. Une fortune à l'époque qu'elle ne peut pas se permettre. Enceinte, j'ai eu des problèmes de santé. Un jour, je suis tombée, je me suis blessée.
Et j'ai eu une forte inflammation des jambes et de la fièvre. Donc je ne pouvais pas avorter. Dès que mon patron a su que j'attendais un deuxième enfant, il m'a licenciée sur le champ. Li Shui a toujours été une citoyenne fantôme ne disposant d'aucun droit. Comme elle, 13 millions d'enfants chinois vivent clandestinement, coupables d'être nés en deuxième position dans la fratrie. Pour eux, la fin de l'enfant unique peut être une délivrance. Li Shui a déjà porté plainte contre l'État chinois pour obtenir des papiers. Déboutée une première fois, elle espère voir son cas réexaminé. Avec l'abandon de la mesure, on va peut-être me donner un état civil. Je le mérite. Ce serait bien que les gens qui m'ont privé de papier soient punis. Li Shui espère sortir du néant administratif et faire de l'enfant unique une histoire ancienne. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cet épisode dès à présent sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.